J'ai une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de la série d'interviews qu'on fait sur l'étude qu'on a menée nous-mêmes. Bon, par contre, il y a quand même une bonne nouvelle. Vous allez voir, cette vidéo-ci est géniale. Cette interview-ci est géniale. On va travailler avec un expert. Et peut-être la dernière fois, vous avez pensé qu'avec la statistique descriptive, vous savez déjà tout ce qu'il y avait à savoir sur l'étude qu'on a menée. Vous allez voir qu'on peut aller encore plus loin aujourd'hui. Donc, on va essayer de parler de la notion de modélisation. Donc, il va nous parler des pièges qu'il y a dans la modélisation, de comment faire pour arranger. Et bien entendu, à la fin, il y a toujours la partie conseil pour ceux qui aimeraient plus tard se lancer dans le domaine des statistiques. Donc, bon visionnage. Donc, bonjour et merci d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview. Là, c'est la dernière interview sur notre sujet qu'on a traîné en long et en large. Et donc, voilà, j'aimerais te demander d'abord pour commencer, qui es-tu? Et voilà, quelle est ta légitimité à nous parler aujourd'hui? Que tu nous expliques un peu ton parcours. Ok, merci Nuché Guémé, Alain Didier de me passer la parole. Donc, c'est un honneur pour moi, c'est un plaisir toujours de participer à différents projets. Alors, je suis Rostan Chouakam Rostan. Je suis actuellement en dernière année de formation à l'Institut sous-régional de statistique et d'économie appliquée ici à Yaoundé. Donc, en ce qui concerne mon parcours, j'ai fait un baccalauréat scientifique C. Ensuite, j'ai fait une licence en mathématiques à l'Université de Yaoundé 1 et en 2017, j'ai obtenu la licence. Ensuite, j'ai fait un master 1 en géométrie, option géométrie différentielle. Donc, après ça, j'ai intégré l'ICA jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, je parle aujourd'hui en tant qu'un futur ingénieur statisticien économiste. Et c'est donc ça qui est ma légitimité à parler du sujet. D'accord, merci bien. La dernière fois, justement, on a discuté avec Eric un peu de la partie, c'était beaucoup plus la partie descriptive des statistiques. Donc, on va parler de la modélisation. Donc, Mhm. j'aimerais bien ton avis à propos de la modélisation sur les modèles. En tout cas, mon avis personnel aujourd'hui, c'est mon avis de non-expert complètement, bien sûr, c'est j'ai remarqué qu'on a l'impression que partout, des gens courent vers des modèles, en fait, pour dire des choses comme ça. Les gens courent vers des modèles. Et j'aimerais savoir pourquoi, en fait, la modélisation semble être totalement partout aujourd'hui, de manière un peu globale. Pourquoi la modélisation semble être partout aujourd'hui? Voilà, je vais prendre une caricature pour mieux expliquer ça en fait. Quand on a une problématique qu'on tente de résoudre et on a besoin d'éclairage pour pouvoir d'éclairer, suffisamment d'éclairage pour pouvoir prendre une décision. Alors, si par exemple, il y a le problème, par exemple, il y a des tâches sur la table, je peux utiliser un mouchoir juste pour nettoyer. Ou alors, je peux prendre un engin sophistiqué pour pouvoir pulvériser, pour pouvoir nettoyer la table. Bon, je vois un peu le mouchoir là qui donne le plus bon éclairage comme la statistique descriptive. Mais au-delà de ça, on peut disposer d'autres engins hyper sophistiqués qui permettent de pulvériser la table et d'effectuer notre travail un peu plus rapidement, de façon plus précise, de donner des informations qu'on ne pouvait pas avoir. C'est en fait ça. Donc, la modélisation vient en complément à la statistique descriptive pour pouvoir répondre à certaines questions qu'on a soupçonnées, qui sont ressorties comme des soupçons au niveau de la statistique descriptive. Donc, Ah, c'est d'accord. Donc, la statistique descriptive, c'est un peu comme l'idée d'essayer d'avoir une sorte d'image, d'intuition, et on veut vérifier si ces intuitions-là sont valables justement grâce à la modélisation, c'est ça? exactement, c'est un peu comme ça que nous voyons ça. Ouais, Par ouais, justement, exemple, une question même qui vient juste d'arriver dans mon esprit comme ça, c'est est-ce qu'il serait possible de faire une sorte de modélisation sans avoir de statistiques descriptives? C'est-à-dire que, honnêtement, c'est pas indiqué. On ne modélise pas, on n'utilise pas un modèle juste pour utiliser le modèle parce que c'est juste un outil. Parce qu'en fait, j'ai une problématique, par exemple, une problématique de comparaison de deux salles de classe. J'ai deux salles de classe où j'ai donné moi-même les cours de mathématiques. Dans une salle, le professeur X a donné les cours, dans une autre salle, Y, c'est le professeur Z. Et je veux comparer la performance des deux enseignants. Alors, première chose à faire d'abord de façon naturelle, c'est de faire une statistique descriptive, de voir quelle est la moyenne des élèves dans la classe A et la moyenne des générales dans la classe B, et de dire, mais pourquoi il y a cette différence des moyennes générales? Est-ce que cette moyenne-là maintenant est significative? Là, on monte maintenant de niveau, on passe avec les tests, les hypothèses. Là, vous voyez, il y a un certain. D'abord, le descriptif vient faire un état des lieux pour dire voilà la problématique qui se pose. Est-ce que vraiment c'est soutenu? Voilà, là, on monte un peu d'un cran, on peut partir à la stat inférentielle. Et quand on pose des questions beaucoup plus complexes, on veut connaître des notions beaucoup plus complexes. Voilà, on peut maintenant passer à des modèles économiques, des modèles économétriques.
Ah, d'accord, je vois. Excuse-moi de poser des questions qui sont peut-être un peu trop. Là, je vais prendre le risque de. Bon, de toute façon, si c'est trop polémique, je vais couper au montage. Mais si je te mets une étude que j'avais vue dernièrement, bon, c'est pas nécessairement si polémique que ça. C'était sur le concept d'intelligence. Là, je ne sais pas si tu connais François Ramu, Franck Ramu, autant pour moi, c'est on va dire, un expert des sciences cognitives. Là. Et il disait justement dans un de ses talks, enfin, il parlait du concept d'intelligence. Et dans son concept, là, donc, aujourd'hui, l'intelligence, bon, c'est mesuré avec le QI. Bon, on ne va pas entrer dans la polémique de mesurer l'intelligence avec le QI. Acceptons ça d'abord. Et dans ces études, ce qui me marque, c'est que en fait, presque la quasi-totalité des conclusions qu'il tirait, c'était basé sur des corrélations. Genre, on va corréler, je ne sais pas, l'augmentation de points de QI avec l'augmentation je sais pas, du niveau de classe, ce genre de choses, pour dire qu'en fait, je ne sais pas, en fait, le style de conclusion auquel il tombait, c'était des choses du style, le fait d'augmenter l'éducation va augmenter également le point de QI, c'est-à-dire l'intelligence, entre Exactement. guillemets. Voilà, est-ce Voilà. que ça ne serait pas sombrer dans des travers, justement, de dire ça, ou bien est-ce que déjà ce genre de choses entre dans le monde de la modélisation? Exactement, ça entre dans le monde de la modélisation et ça entre même dans la base des modèles économétriques qu'on appelle le modèle linéaire. Parce que par exemple, si je veux voir la relation entre, je crois ici c'était l'exemple, c'était on regardait le QI et quoi, Et et puis, le niveau d'études. voilà, et le niveau d'études. Tu vois qu'on veut expliquer le QI, qui est une variable quantitative, en fonction du niveau d'études. Là, on a deux variables. C'est-à-dire qu'il y a une variable qui est une variable expliquée et il y a une variable explicative. Voilà. Maintenant, là, le niveau d'étude, c'est qualitatif, mais le plus souvent, avec le modèle linéaire de base, on a deux variables quantitatives. Voilà. Et on essaie maintenant de voir, bon, on regarde d'abord la corrélation, on met les deux variables sur un même graphique, on essaie de voir est-ce qu'il y a une relation linéaire quelconque. Et maintenant, il y a des choses qui ont été faites, le modèle linéaire simple qui a été construit pour faire un ajustement, justement pour essayer d'ajuster le nuage de points représentant et le niveau d'étude et peut-être, bon, disons, si c'était des variables quantitatives dans ce cas, d'ajuster la première variable à la deuxième variable, de l'ajuster par la méthode, par exemple, des moins de carré. Comment faire pour savoir si l'interprétation qu'on donne est la bonne? Parce que quand on lance le modèle, on ne coupe pas directement interpréter le modèle. Les modèles reposent sur des hypothèses qui sont bien faites. Par exemple, il y a au niveau du modèle linéaire, il faut vérifier bien que tes résidus sont sphériques. C'est-à-dire que les résidus que tu obtiens, est-ce qu'il y a encore de l'information à l'intérieur qui peut être suffisant à biaiser les résultats? Donc, il faut regarder, est-ce que les résidus sont sphériques, c'est-à-dire qu'ils doivent suivre la loi normale de moyenne 0 et d'une variance sigma carré qui ne dépend pas de l'individu. Voilà, donc il faut vérifier qu'il y a homocédacité, ce qu'on appelle homocédacité, tout ça, l'espérance des résidus est nulle. Donc, il y a un certain nombre d'hypothèses. Et quand ces hypothèses-là sont vérifiées, voilà, tu vas dire que ton modèle est suffisamment stable. Donc, tu peux donc passer à l'interprétation des coefficients du modèle. Le premier Ah, coefficient, là, voilà. d'accord, justement, exactement ce que tu dis là, parce que ça rentre toujours dans un autre, comment on appelle ça? Une autre étude. En fait, c'était toujours deux experts comme ça qui étaient en train de se clasher l'un l'autre. Et l'autre étude, c'était plutôt de savoir si les écrans nous rendent plus bêtes. C'est-à-dire, est-ce que le fait d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, de regarder tout le temps les vidéos YouTube de chats, est-ce que ça rend plus bête? Et justement, ce que celui qui présentait disait, c'est exactement ce que tu disais là. C'est-à-dire que il appelait ça les facteurs perturbants, quelque chose comme ça. Bon, je ne me souviens plus trop bien. Ouais, qui font en sorte qu'apparemment, on peut faire une autre étude comme ça. À l'intérieur, il y a des paramètres qu'on n'a pas nécessairement considérés qui font Oui, en oui, sorte qu'on n'en explique pas vraiment. Il y a une autre étude qu'il faut faire derrière pour s'assurer que l'interprétation est la bonne. exactement. Et c'est là qu'on fait la différence entre un statisticien et un non-statisticien. Parce que là, un non-statisticien, tout le monde peut lancer le modèle sur un logiciel et les résultats sortent. Mais le statisticien sera très prudent, c'est que après avoir lancé le modèle, il va d'abord contrôler la structure des résidus pour voir si est-ce que les hypothèses du modèle sont vérifiées, pour vérifier la stabilité du modèle. D'ailleurs, le modèle doit être d'abord bien spécifié par une théorie, c'est-à-dire que l'équation qu'on doit estimer doit reposer sur une théorie. Ça peut être une théorie économique, un mot d'expert, etc. Estimation, l'estimation est faite, on n'interprète pas, on part regarder est-ce que les résidus là, ça respecte les conditions du modèle linéaire. Donc, si c'est le cas, on revient maintenant, on voit comment on peut interpréter les résidus. Si ce n'est pas le cas, il y a des techniques que nous pouvons utiliser pour pouvoir blanchir les résidus. Donc, il y a des techniques qui permettent d'avoir un bon modèle moyennant certains ajustements que nous avons dans notre boîte noire.
D'accord, d'accord, merci, merci. On va passer. Ah, j'ai trouvé le mot, c'était facteur de confusion, désolé. Ok, ok. Facteur de confusion. Facteur de Voilà, confusion. donc, voilà, j'aimerais savoir maintenant concrètement, parce que on a parlé de modèle là, mais concrètement, qu'est-ce qu'un modèle en fait? Qu'est-ce qu'un modèle? Alors, si je vais définir un modèle de façon simple, je dirais qu'un modèle est une représentation simplifiée de la réalité. Voilà. Il y a un auteur, j'ai oublié le nom, qui dit souvent, tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Alors, les modèles, le modèle ne peut pas retracer toute la réalité dans sa complexité. Sinon, il sera difficile pour nous de sortir une information pertinente. C'est pourquoi les modèles reposent souvent sur des hypothèses. Ils sont donc tous faux. Mais certains sont utiles dans la mesure où, de par leur simplicité, ils permettent de comprendre des phénomènes cachés, des informations cachées dans les données qu'on ne pouvait pas voir à première vue. Et ils permettent de ressortir certaines informations qui nous permettent de prendre facilement des décisions. Donc, c'est un peu ça le modèle, une représentation simplifiée de la réalité. D'accord, d'accord, d'accord. Hein, c'est trop intéressant ça. C'est trop intéressant. Et maintenant, le statisticien, la fameuse boîte noire dont, qui vient de nous a parlé dernièrement, quels sont les outils en fait statistiques pour faire de la modélisation? Ah, des outils statistiques. Donc, après la spécification, que la spécification théorique, ça fait passer, c'est une étape importante. Quand on a un problème qu'on veut modéliser, n'est-ce pas? C'est quoi la spécification? Là, on dit qu'on spécifie le modèle. Par exemple, tu as parlé de l'étude sur l'intelligence et le niveau d'étude intelligent, mais comment est-ce que ces deux variables peuvent être en relation, peuvent être en relation? Comment pensez-vous d'abord de façon littérale, de façon théorique? Est-ce que c'est cohérent de dire qu'on peut lier l'éducation à l'éducation, l'intelligence au niveau d'études? Voilà, donc il faut d'abord que nous soyons clairs que ça marche. Parce que sinon, je peux te faire une relation linéaire entre peut-être le PIB du Cameroun et la température en Chine. Et je réussis à te montrer que vraiment la température en Chine explique le PIB du Cameroun, mais ça n'a pas de sens. Ouais, donc, c'est ça. Mais si on met les équations là et on fait tourner le modèle, je peux faire jusqu'à les résidus sont bons. Et tu m'as dit que si la température en Chine varie de ceci, le PIB du Cameroun va varier de cela. Donc, c'est pour ça que la spécification doit reposer sur, on doit être d'accord, on va voir les mécanismes de transmission. Ça, c'est la première partie. C'est le premier outil, même, c'est une partie très intéressante. C'est pourquoi dans les mémoires de statistiques appliquées, économétrie appliquée, il y a toujours une partie importante de revue de la littérature. Voilà. Bon, maintenant, après ça, je disais par rapport peut-être au modèle linéaire, qui est le modèle de base, quand on arrive à un niveau, on estime notre modèle et puis on remarque que bon, les hypothèses ne sont pas vérifiées. Alors, soit la spécification a été mal faite, il y a des variables importantes qui sont omises. Dans ce cas, il faut aller les chercher pour les remettre. Soit alors, les estimateurs qu'on utilise ne sont pas convergents parce que ce n'est pas seulement l'estimateur des moindres carrés, il y a un estimateur qu'on appelle l'estimateur des moindres carrés qui est le plus simple, qui a été utilisé pour estimer les coefficients des équations qu'on estime. Alors, il peut arriver que ces estimateurs ne soient pas convergents. Ça veut dire qu'en statistique, on dit qu'un estimateur est convergent lorsque peut-être il est sans biais, donc avec les statistiques fréquentistes. Ça dit que l'espérance là donne le paramètre qu'on estime et la variance. Voilà. Et la variance donne la borne de Kramer-Rao, dans le crochet d'armoire Kramer-Rao. Donc, quand ce n'est pas convergent comme ça, il y a des méthodes sophistiquées qui ont été utilisées en rendant convergents les estimateurs. On peut par exemple voir la méthode des moments généralisés. Voilà, des moments généralisés qui consistent à transformer la matrice de variance-covariance des résidus là, la blanchie en multipliant toute l'équation et on réussit par là à avoir des estimateurs convergents. Il peut arriver que dans l'équation, on ait des variables qui ne sont pas, disons, parce que le plus souvent quand on fait les estimations, on suppose que la variable explicative est endogène et les variables expliquées sont endogènes et les variables explicatives sont exogènes. Donc, ils ne peuvent pas être. Une seconde, s'il te plaît. Est-ce que tu peux un peu expliquer pour ceux qui nous écoutent ce que c'est qu'une variable endogène et une variable exogène? Une variable est endogène au modèle qu'on est en train de construire lorsque la variable est déterminée dans le modèle. C'est-à-dire qu'elle bouge, c'est-à-dire que c'est le modèle qui la détermine. Elle est exogène lorsque, en fait, elle est comme un choc qui est à l'extérieur. Donc, on l'a pas. Donc, elle est exogène du modèle. Elle est hors du modèle. Elle est déterminée hors du modèle. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il peut arriver qu'il y ait une variable explicative là, qui est endogène. Là, ça va créer, en fait, un problème dans l'estimateur. Il faut donc, en fait, créer ce qu'on. Voilà. Les moments généralisés. Bon, soit on peut utiliser, mais quand la variable est endogène, même les moments généralisés ne vont pas marcher. Il faut faire ce qu'on appelle l'instrumentalisation. Donc, il faut instrumenter ça. Donc, il y a plein d'outils comme ça qui sont utilisés par les statisticiens pour pouvoir blanchir les résultats et avoir un bon modèle. Donc, ah oui, et le maximum de vraisemblance dans tout ça. Oui, c'est aussi l'une des méthodes. On peut estimer les équations par maximum de vraisemblance. Et qu'est-ce qui est intéressant? Comment choisir le bon outil en fonction de... Quand nous estimons les modèles et quand on regarde les hypothèses, on remarque que certaines hypothèses ne sont pas vérifiées. Quand il y a une hypothèse qui n'est pas vérifiée, alors je connais le problème, je le connais en fonction de ce qui ne marche pas, je connais comment je peux attaquer le problème. Je choisis le meilleur outil pour attaquer le problème. Par exemple, j'ai dit que quand il y avait
hétéroscédasticité. Hétéroscédasticité, c'est-à-dire que la variance des erreurs, voilà, la variance des erreurs n'était pas constante. Je pouvais utiliser les moments généralisés pour pouvoir détruire ça. Quand il y a autocorrélation, je n'en suis pas très sûr, mais je crois que là, les moments généralisés marchent souvent. Le maximum de vraisemblance, etc. Donc, en fonction du problème qu'on rencontre, il y a des méthodes appropriées pour pouvoir attaquer et résoudre le problème afin d'avoir un bon modèle. D'accord, d'accord. Ça, c'est la deuxième partie, la partie estimation. Oui, la partie estimation. On a estimé, on a vérifié les hypothèses, c'est bon, on a bien calibré. Maintenant, on peut passer à l'interprétation. L'interprétation du modèle. D'accord, d'accord. C'est là qu'on fait le bon fichier, le PowerPoint là pour présenter. Voilà. Donc, voici le retenant. Et D'accord, d'accord. Non, ça, c'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant. Vraiment super intéressant. Donc, si on prend le cas de notre étude ici, parce que notre, il faut qu'on revienne sur les relations amoureuses là. Donc, par rapport aux données qu'on a, parce qu'on a observé les données il y a des moments avec Eric. Donc, par rapport aux données qu'on a, quelle serait la meilleure démarche, les meilleurs outils statistiques à utiliser? déjà, le modèle qu'on a, la variable qu'on essaie d'expliquer, quand je vérifie ici, on remarque qu'on veut déterminer la probabilité qu'un individu donné soit plus attiré par des individus du même âge, plus jeunes ou alors plus vieux. Donc, ça veut dire que c'est une variable qualitative qu'on veut expliquer, ce n'est pas une variable quantitative. Donc là, on va aller dans la littérature des modèles qualitatifs, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle l'économétrie des variables qualitatives. Dans cette économétrie-là, on explique les variables qualitatives. Il y a des méthodes qui ont été proposées dans les années 1900, telles que le modèle Probit, le modèle Logit, le modèle Logit multinomial, le modèle de Heckman. Donc ici, le modèle qui est adapté pour nos données, la nature de nos données, c'est le modèle Logit multinomial indépendant qui permettra en fait d'estimer la probabilité qu'un individu donné soit plus attiré par une personne du même âge, par une personne plus vieille ou alors par une personne plus jeune qu'elle. Donc, c'est le modèle que nous comptons estimer dans notre étude. D'accord, ça c'est super, c'est vraiment super intéressant. Et bon, il y a une question justement qui était venue, la première interview avec Kevin, c'était par rapport, bon, elle nous expliquait un peu l'idée générale de la méthode d'enquête et tout ça. Et elle nous a parlé à un certain moment du problème de génération des données. Parce qu'on ne peut pas interroger tout le monde, bien entendu. Donc, déjà qu'il y a cet état et qu'on envoie le lien, il décide de ne pas répondre, ils envoient et tout ça. Bon, bref. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les données sont généralisables? C'est-à-dire qu'on pourra dire ensuite que, de manière générale, on peut donner des probabilités qu'une personne soit attirée par quelqu'un d'âge. Voilà, c'est vraiment une question très, très intéressante parce que avoir des données généralisables, c'est-à-dire des données qu'on peut caler à la population, des données qui représentent vraiment, qui donnent l'information de la population, c'est extrêmement, ça demande une rigueur d'échantillonnage très, 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 très poussée dans le domaine des statistiques. C'est tout ça le travail même du statisticien public, du statisticien d'enquête. Alors, ça doit d'abord avoir, on doit d'abord choisir le meilleur échantillonnage. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des techniques d'échantillonnage. Repérer d'abord la population, qu'on s'intéresse à elle, auquel on s'intéresse, et en fonction de la disponibilité ou non d'une base de sondage. Une base de sondage, en fait, c'est une liste complète des individus de la population. Est-ce qu'on a cette liste-là? Et est-ce qu'on peut repérer chaque individu? Si on l'a ou on ne l'a pas, et en fonction de la structure de la population, on choisit un plan d'échantillonnage. Dès qu'on a notre plan d'échantillonnage, c'est ce plan d'échantillonnage qui va garantir en fait la représentativité de notre échantillon. Mais dans notre étude, qui a été une étude faite en ligne, là, on n'a pas eu vraiment un contrôle de l'échantillonnage. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas à quelle population est-ce qu'on visait en fait. Donc, il n'y a pas eu vraiment un échantillonnage poussé. Et dès qu'on fait ça, quand l'échantillonnage est bien fait, la taille est bien, la population est bien choisie, voilà, on peut connaître quels sont les coefficients d'extrapolation. C'est-à-dire qu'on peut avoir le coefficient d'extrapolation d'un individu qui a été tiré, c'est quoi? C'est en fait, quand j'ai un individu comme ça, X dans ma population, combien dans mon échantillon, combien d'individus de la population cet individu représente? Voilà, donc ça, c'est un peu ça. Donc, quand on a maintenant chaque individu dans l'échantillon et on a son coefficient d'extrapolation, tous les résultats qu'on a au niveau de l'échantillon, on peut les extrapoler, voilà, au niveau de la population. Et l'économétrie qui sera faite au niveau de l'échantillon sera bonne parce que là, on aura des échantillons IID. Tu vois, quand on fait l'économétrie, c'est dans un soit. Quand on dit soit X1, X2, Xn, voilà, un échantillon IID là. Donc, quand on fait ça, c'est une donnée en fait en économétrie. Mais pour avoir ça dans le monde, dans la réalité, c'est pas ça. Donc, c'est en fait ça.
Dans notre échantillon que nous disposons ici, vraiment, on ne peut pas dire que ce soit notre X1, X2, XNIID de la population du Cameroun. Non, non, non. C'est pas, pas ça. D'accord, mais ça peut quand même être intéressant, même si on n'a pas ces cas-là, de faire ces études, non? Oui, ça peut être intéressant, bien que, même quand on n'a pas ce cas de faire cette étude, mais ce sera des études juste pas publiables, quoi. Ce n'est pas publiable dans quelque chose de sérieux, juste pour voir un peu, pour faire un peu le pas, disant que, bon, pour montrer que c'est possible de le faire, c'est possible d'analyser telle chose, et enfin que peut-être une étude sérieuse, voilà. Ah, Bien commencer donc tout maintenant est à déjà voir fait. ces En fait, il commencer. manque juste la rigueur maintenant de l'échantillonnage. Voilà. Mhm. À rigueur de tout le processus. Voilà. D'accord. D'accord, je vois. C'est intéressant, ça. C'est intéressant, c'est intéressant. Et je crois que, bon, en fonction de ce qu'on veut faire, quand même, bon, c'est vrai que pour peut-être, si c'est pas, si c'est pas nécessairement des choses qui sont publiables, comme tu disais, ça reste quand même toujours hyper intéressant d'analyser pour avoir au moins Exactement. une idée de. No for fun. Voilà. Donc, maintenant, on va passer sur la dernière partie qu'on peut appeler partie lifestyle. Là, c'est vraiment une sorte de partie conseil pour les matheux qui vont suivre cette vidéo-ci. Donc, Ouais. avant de commencer avec ton école de statistique, tu m'as dit dans ton parcours que tu as fait des mathématiques, puis la géométrie même, parce que moi, je me demande comment on fait pour passer de la géométrie aux statistiques. Donc, quels Ah. sont d'abord tes préjugés sur la statistique qui ont Ah. éventuellement changé entre temps? Vraiment, j'ai fait un cours de statistique au niveau 3 qui a été très, très fort. C'était solide, c'était des démonstrations mathématiques. Mais quand j'ai entré dans l'école de statistique, moi, je savais que j'allais continuer ce genre de statistiques. Je me disais que la statistique, c'est ça, la brutalité. Mais j'arrive en première année, là, on m'a présenté la statistique descriptive. Avec un prof qui parlait vraiment lentement. Et il est reparti sur les bases. Il a fait la stat descriptive d'une autre manière, carrément, parce que le, la façon dont je vois les statistiques, c'était un point de vue théorique avec l'idée des théorèmes, l'esprit des théorèmes et comment est-ce qu'on peut démontrer ces théorèmes, quelle est l'utilité de ces théorèmes. J'étais plus en face comme ça. Alors, à l'école d'ingénieur, on a ramené ça comme ça. Là, on a dit, bon, regarde, le peu que tu as là déjà comme ça, comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour avoir une bonne information d'aide dans la décision. Dans l'école d'ingénieur, c'est un peu ouvert les yeux sur les La applications. partie vraiment pratique et utile du truc. Exactement. Ici est hyper pertinent parce que le même enseignant dont tu parles là en troisième année, la toute première fois qu'on a fait ce cours-là, je crois que c'était après juste après qu'on ait fait ce cours-là, j'étais allé le voir dans son bureau, ça devait être après parce que Ouais. j'ai un peu essayé de faire ce genre de truc-là. Peut-être que vous en avez même déjà parlé une fois. Je voulais faire une sorte d'estimation sur le bus, soit le bus qui passe au sein de l'université là. En fait, un jour, Oh, j'étais arrivé comme ça, j'espérais avoir la place. Donc, si le bus passait à l'instant où j'étais passé là, je pouvais espérer monter et arriver à l'amphi à temps. Donc, ça m'a tellement frustré que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une étude dessus. Je suis allé voir l'enseignant pour lui parler de ça. Et puis, je ne sais pas si c'est juste que il n'était pas intéressé ou bien en fait, si c'est juste que bon, il préférait vraiment ce qui était théorique là. Mais j'ai vraiment pas eu de réponse parce qu'on a cherché à me dissuader. Non, non, tu vas rester là, prendre les données parce qu'il y avait un problème de données. Soit tu pars directement à l'entreprise qui gère les bus, demander les données d'arrivée. Soit tu te places chaque matin là pour voir à quelle heure il arrive, prendre même les données. Et même ça, en fait, je crois que c'est dangereux. En fait, il m'a dit que c'était dangereux parce que on va te voir tout le temps là prendre les données. On va dire que c'est dangereux parce qu'il y a un problème de ça. Il confidentialité. part où? Ouais. Il y a des choses. Bon, peut-être tu peux comprendre aussi ça. Bon, peut-être, on ne va pas dire que c'est le fait de fuir se mettre le truc pratique. Mais justement, ce que tu dis est trop intéressant parce que ça va justement entrer dans quitter de ce monde-là où on fait des choses juste théoriques, pour faire un truc, même si ce n'est pas nécessairement très gros, juste savoir que c'est possible. Faire ça comme ça pour après maintenant changer. Et comme tu dis toi, ça t'a changé la façon de voir de manière générale les statistiques. Mais est-ce que tu vois encore de temps en temps la petite partie théorique là-dedans? Ou bien Ah quand tu oui, vois oui, les stats aujourd'hui, tu as c'est vraiment. même ça qui fait la touche spéciale de quelqu'un qui a eu à goûter ce genre de choses. Parce que dans le domaine des statistiques, des études continuent d'être menées. Dans le domaine de l'économétrie, des publications continuent d'être menées. Alors, certains gens vont rester à un niveau comme ça et continuer avec les choses standards. Mais même dans le domaine de l'application, les choses évoluent. Tu vois? Ce qui fait que ta capacité à apprendre rapidement des nouvelles façons d'appliquer les choses théoriques qui sont publiées au jour le jour te font vraiment surfer rapidement dans le domaine de l'application. Donc, toi, tu files en fait. Donc, et ça te permet d'être plus compétitif, d'intervenir dans les deux secteurs. Tu suis là-bas, voilà, exactement. C'est ça. D'accord, c'est super. Donc, maintenant, j'aimerais savoir, donc,
Là, tu as dit que tu as ta troisième année. Imagine ton toi de 3 ans avant. Ouais. Voilà, quel est le conseil que tu lui donnerais? Il te dit qu'il a envie de faire des statistiques après, etc. 3 ans auparavant, quel est le conseil que tu lui donnerais par rapport à cette idée de faire des statistiques? C'est-à-dire qu'un jeune mathématicien en licence ou bien... Oui, voilà, peut-être pas nécessairement qui faisait géométrie, mais voilà, Ouais. qui a l'énergie, intelligent et qui dit qu'il veut faire des statistiques après. Ah ben, je lui dirais, mon jeune homme, tu as pris vraiment la bonne voie parce que tu as tout ce qu'il te faut pour faire de bonnes statistiques et aussi de la bonne économie dans le futur. Parce que tous les outils dont tu disposes maintenant, c'est déjà largement intéressant et suffisant. Donc, je lui conseille que s'il n'a pas bien fait ces outils-là, de bien les faire, c'est-à-dire les outils de première année, deuxième année, troisième année de mathématiques, parce qu'il en aura vraiment besoin pour pouvoir être rapide dans d'autres domaines. C'est ça. Donc, il a tout le bagage qu'il faut. Il suffit simplement de se calmer quand il va commencer le nouveau domaine, de se rabaisser et de commencer en bas à prendre, boire du petit lait, quoi. Voilà. Il va aller plus vite plus tard. C'est comme ça. C'est ça. Parce D'accord, que, merci vraiment. Je ne sais pas combien te remercier. C'était trop intéressant. Peut-être ceux qui suivent là sont déjà déçus que ce soit déjà terminé. En tout cas, moi, je me suis régalé. Moi, je me suis régalé. Vraiment, merci beaucoup pour ta participation. vraiment, merci à toi, Michi, pour cette invitation. C'est toujours intéressant pour moi un honneur pour moi de participer. D'accord, merci. Donc, après, je vais dire aux gens de s'abonner parce que bon, il faut toujours quand même que les gens ne s'abonnent pas et de partager aussi la vidéo, voilà, à ceux qui vont peut-être voir, ou bien ceux qui veulent avoir une idée de comment se passe le monde des statistiques. Bon, ciao. Ciao, ciao.